15 h sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la mi-journée. Voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin les travaux de la 6e séance du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale, cette attaque chimique en Syrie, les États-Unis promettent de répondre avec une intervention militaire. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Nouvelle séance du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement. Ismaël Omar Guelleh s'est tenu ce matin la 6e séance du Conseil des ministres où 11 points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés. Le premier sujet, qui est d'une importance capitale, concerne la construction de la première centrale géothermique du pays, où pour ce faire, un prêt de 4,5 milliards de nos francs a été contracté auprès du Fonds koweïtien de développement. Le second point examiné a porté sur la dissolution du Fonds de l'habitat et la création à sa place de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement. Idem pour la société immobilière qui sera donc remplacée par la société immobilière et d'aménagement foncier. Le Conseil a ensuite traité de nombreux projets concernant l'attribution des parcelles de terrain pour des projets de construction immobilier, agricole ou des terrains alloués à l'armée. Suivons le résumé de ces travaux en Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 avril 2018. Était inscrite à l'ordre du jour 11 questions. La première question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République de Djibouti et le Fonds koweïtien pour le développement. Dans le cadre de sa politique énergétique et ses programmes de développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie géothermique, notre pays a contracté ce prêt de 4,5 milliards de francs Djibouti afin de financer la construction d'une centrale à Galalekoma de 15 MW ainsi que des services de consultation. Cette centrale d'énergie géothermique contribuera aux efforts du gouvernement visant à la satisfaction de la demande en électricité de notre population. Les conditions du prêt sont concessionnelles avec une période de maturité de 25 ans, dont une période de grâce de 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 2%. La deuxième question concerne un projet de loi portant création de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social dénommé AROLOS. Ce présent projet de loi a pour objet la dissolution de l'établissement Fonds de l'habitat et l'organisation de la nouvelle structure qui le remplace, à savoir l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social. La mise en place de cette agence s'insère dans un cadre global de redynamisation des structures en charge de la mise en œuvre de la politique du logement pour pouvoir faire face aux défis de la production de logements sociaux, à la réhabilitation des quartiers insalubres et précaires et à la régularisation foncière. L'Agence de réhabilitation urbaine et du logement est investie des missions opérationnelles du Fonds de l'habitat. La troisième question est relative à un projet de loi portant création de la société immobilière d'aménagement foncier. Les missions et les rôles des institutions en place actuellement ont été redéfinis afin que la nouvelle institution se focalise sur une mission précise. Le présent projet de loi a pour objet la dissolution de l'établissement Société immobilière de Djibouti et l'organisation de la nouvelle structure amenée à le remplacer, la Société immobilière et d'aménagement foncier. Cette nouvelle société est un organe opérationnel chargé de la mise en œuvre des opérations d'aménagement foncier, à savoir la production et la commercialisation de parcelles viabilisées, en vue de soutenir la promotion immobilière publique et privée. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant affectation au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens WARF d'une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain de 10 000 m², 6 à Balbala PK12 Nord, est destinée à l'implantation d'activités commerciales. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain à titre onéreux au profit de la société Aoul Group. Cette parcelle de 224 250 m², située au lotissement Nagad, est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. La société Aoul Group est chargée de la réalisation de l'ensemble des voiries et réseaux primaires et secondaires et du remblai. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 24 mois à partir de la date
de la signature du présent arrêté. La 6e question concerne un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2014-260 présidence du 20 février 2014. Il s'agit de la modification partielle et relative à la superficie d'un terrain de 680 hectares précédemment affecté au ministère de l'Habitat et dont est distrait 100 hectares au profit du ministère de l'Agriculture. 100 autres hectares sont distraits au profit des forces armées djiboutiennes. La superficie restante de 480 hectares reste donc affectée au profit du ministère de l'Habitat. La 7e question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Agriculture. Une parcelle de terrain sise à Douda de 100 hectares est mise à la disposition de la société dénommée Akwo Énergie en vue de l'implantation d'un complexe agro-énergétique. Au cours de ce même Conseil des ministres, des nominations ont été également faites pour occuper des postes et de responsabilités. Réécoutons le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf. La 8e question est relative à un projet de décret portant nomination des responsables au ministère de la Femme et de la Famille. Madame Yasmine Salem Saïd est nommée secrétaire générale au ministère de la Femme et de la Famille. Madame Nabila Salman Hassan est nommée conseillère technique du ministre de la Femme, de la ministre de la Femme et de la Famille. Madame Saïda Moussa Ali est nommée conseillère technique de Madame la ministre de la Femme et de la Famille. Monsieur Ismail Mohamed Ismail est nommé conseiller technique de Madame la ministre de la Femme et de la Famille. Monsieur Ousmane Jama Ousmane est lui aussi nommé conseiller technique du ministre de Madame la ministre de la Femme et de la Famille. Madame Shukri Hussein Djibah est nommée directrice de l'Observatoire Genre. Madame Yasmine Abdelmajid Hassan est nommée directrice de la promotion Genre. Madame Fouzia Ali Ousmane est nommée directrice de la Famille. Monsieur Ahmed Hamad Mohamed est nommé directeur administratif et financier. Madame Ruqi Ali Toubé est nommée directrice de la gestion des projets. Monsieur Ali Omar Ali est nommé directeur des études et statistiques de la planification et du suivi et évaluation. Et Madame Roda Ahmed Douale est nommée directrice du Centre de l'action sociale pour l'autonomisation des femmes. La 9e question concerne un projet d'arrêté portant nomination des membres de la commission chargée d'évaluer le patrimoine des structures des soins relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale. La loi numéro 24/2014, 7e législature, consacre la règle de séparation entre organismes assureurs de soins et gestionnaires des régimes et prévoit en son article 37 la création par arrêté d'une commission chargée d'évaluer le patrimoine mobilier et immobilier ainsi que les actifs financiers des 2 centres de soins de la CNSS. Ce projet d'arrêté actuel donc crée et fixe la composition des membres de la dite commission chargée d'évaluer le patrimoine des centres de soins de la CNSS. La 10e question concerne un projet de loi portant création du centre d'entrepreneuriat et du leadership. Le développement des marchés dans les secteurs où Djibouti a un avantage comparatif à travers l'entrepreneuriat reste une priorité pour le gouvernement afin d'assurer une croissance soutenue et permettre au pays d'atteindre ses objectifs de pays émergents. Cette volonté politique se matérialise à travers la mise en place d'un centre d'entrepreneuriat et de leadership à Djibouti pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat et du secteur privé parallèlement aux réformes d'amélioration du climat des affaires engagées depuis quelques années déjà. Les activités de ce centre tourneront autour de la coordination des réformes, des programmes d'entrepreneuriat et des développements d'entreprises, la promotion des activités d'éveil et de développement des jeunes entrepreneurs et appui à l'incubation, la dynamisation des entreprises, ainsi que la stimulation de la compétitivité du secteur privé dans les secteurs porteurs. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil de la visite à Djibouti d'une délégation allemande de Karlsruhe chargée de la coopération scientifique dans le domaine de l'énergie et de la technologie. Le ministre de l'Habitat a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation à la conférence de dialogue structurel avec l'Afrique du Fonds vert pour le climat tenue à Bamako, au Mali, du 3 au 6 avril 2018.
Voilà donc pour cette 6e séance du Conseil des ministres. Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Et bien donc, quels ont été les points importants qui ont été à l'ordre du jour lors de ce Conseil des ministres? Eh bien Ali, le fait du jour de ce Conseil des ministres est bien entendu l'annonce de la création de la première centrale géothermique du pays. Cette centrale Ali donc de 15 MW sera construite dans la zone dite de Guélé-le-Coma. Tous les défis techniques donc pour exploiter à bon escient les sources de chaleur sorties des entrailles de la Terre semblent avoir été déplacées grâce au concours de très nombreux ingénieurs, dont des ingénieurs turcs. Pour construire cette centrale Ali, le gouvernement djiboutien vient de contracter un prêt de 4,5 milliards de nos francs du fonds koweïtien de développement. Un délai de 30 ans est accordé donc au gouvernement djiboutien pour le remboursement de ces prêts, le taux d'intérêt étant de 2%. Voici Ali donc ce qui était le plus important à noter lors de ce Conseil des ministres. Merci Ahmed Hamad pour ces explications. Autre actualité de ce 15h, nous sommes le 10 avril. Hier, le 9 avril, est une date à marquer d'une pierre blanche. Mais pourquoi cette date est-elle importante? Eh bien, tout simplement qu'elle correspond au 9 avril 1999, le jour où les Djiboutiens ont fait le choix de plébisciter le candidat Ismaël Omar Guelleh au poste de président de la République et ont placé en leur confiance et leur espoir. Voici en image une brève rétrospective des réalisations effectuées et des progrès enregistrés depuis l'accession du président Guelleh à la magistrature suprême. C'est une rétrospective de la rédaction. Le 9 avril, une date qui figure en bonne place dans les annales de la République de Djibouti. En effet, cette date du 9 avril 1999, marquée par l'élection à la magistrature suprême du président Ismaël Omar Guelleh, ouvrait une nouvelle page dans notre pays, après avoir consolidé l'unité nationale et pérennisé une nation bâtie sur un socle solide. Le père de la nation, Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, quittait le pouvoir et le peuple djiboutien plaçait leur espoir en un nouvel homme, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, qui se portait candidat à la magistrature suprême. Tout commence par la campagne électorale musclée où le président ou le candidat va sillonner le pays et aller à la rencontre de ses concitoyens pour exposer et faire entendre sa vision et son projet pour la République de Djibouti. Nombreux sont ceux qui y ont cru, alors que d'autres pensaient que cela relevait du rêve et par conséquent peu réalisable. Au terme de cette campagne qui aura lieu le 9 avril, l'élection présidentielle portera Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême. Scrutin plébiscité par 74,09% de la population. Le candidat Ismaël Omar Guelleh est élu président de la République, ce qui changera le cours de l'histoire de ce petit bout de terre de 23 000 km² aux abords de la mer Rouge. أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. Dès la fin des cérémonies qui ont vu la participation de nombreux chefs d'État, le président Ismaël Omar Guelleh, qui prête serment devant ses pairs, se voit remettre le grand collier, symbole du pouvoir présidentiel, par le président sortant Hassan Goulet Abtidon. Une transition démocratique qui pourtant paraît si difficile dans notre continent. Une fois installé, le nouveau président va lancer son programme des grands chantiers, notamment les ports pour faire de Djibouti un hub et une porte d'entrée de l'Est du continent et de la zone Comesa. L'éducation figure en bonne place dans les grands chantiers du deuxième président de Djibouti. C'est avec lui que naîtra l'université de Djibouti, embryonnaire au début, puis sera agrandie et forme aujourd'hui l'ensemble des cadres de Djibouti. La santé de la population garde une place importante dans son programme politique, avec le renforcement et la modernisation de notre système de santé publique, avec la création de l'université de médecine et surtout l'instauration du système AMU, l'assurance maladie universelle. L'intégration régionale n'est pas un vain mot dans le programme du nouveau chef de l'État. En effet, les difficultés en énergie électrique de l'époque vont prendre fin avec l'interconnexion électrique avec notre voisin éthiopien. Cela marque également un grand bond dans l'utilisation de l'énergie propre auquel aspire aujourd'hui le monde entier. La géothermie sera totalement repensée et le pays se dotera d'un véritable programme géothermique qui verra la formation des ingénieurs qui sont aujourd'hui aux commandes de ce programme dont la phase forage vient d'être lancée.
Si l'aridité posait problème, ce cap vital sera surmonté avec l'adduction d'eau potable à partir de Chinilé en accord avec les autorités éthiopiennes. Un projet qui va vite aboutir puisque le manque d'eau en période d'été appartient désormais au passé. L'intégration économique régionale verra son couronnement avec la mise en service de nouvelles voies de chemin de fer reliant Djibouti à l'Éthiopie, entrée déjà en service. Un chemin de fer moderne qui va remplacer cette ancienne ligne qui reliait les deux pays est devenue obsolète. Enfin, il y a lieu de mentionner l'intégration sociale, économique et politique de la femme qui, sans la ferme volonté du chef de l'État, n'aurait jamais abouti, puisque de Europlace au 9 avril 1999 à l'Assemblée nationale, les femmes occupent un quart de l'hémicycle aujourd'hui. Un bond dans une autre dimension pour une société très conservatrice comme la nôtre. En ce 9 avril 1999, le choix des Djiboutiens n'a pas été vain, puisqu'il signifiait entre autres tous ces projets que nous venons d'énumérer, des projets que seul ce plébiscite des Djiboutiens a permis et que celui qui portait leur espoir a réalisé pour son pays. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Économie à présent, où des membres du groupe d'affaires France-Djibouti qui réunit des hommes d'affaires et entrepreneurs de deux côtés ont eu ce matin une réunion de concertation avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La rencontre a permis de faire le point sur le climat des affaires à Djibouti en vue d'encourager les investisseurs français à s'intéresser au pays et ne pas trop céder le terrain à d'autres sociétés venues de divers horizons. Avec un taux de croissance de l'ordre de 7%, des infrastructures performantes ou des facilités d'installation, Djibouti offre désormais d'importants atouts. Elle est en outre une porte d'entrée vers d'autres pays de la sous-région. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a convié les entrepreneurs français déjà présents à Djibouti prendre la parole au cours des discussions pour persuader les autres possibilités qu'offre Djibouti. Des hommes d'affaires de renommée internationale étaient présents à cette rencontre, dont Raymond Koubèche, Thierry Maril et le directeur général de la BCIMR, mais aussi des hommes d'affaires djiboutiens tels que Burhan Mohamed, Ali Gadile, Saïd Omar ou Elmi Gessoud. Rappelons que le groupe d'affaires France-Djibouti a été créé il y a juste 6 mois afin de promouvoir l'investissement étranger dans le pays. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a dans son intervention expliqué les différentes potentialités qu'offre Djibouti en matière des marchés, ce qui répond parfaitement au commerce international dans un monde globalisé. Et je crois qu'aujourd'hui, si le gouvernement de Djibouti, depuis notre indépendance il y a 40 ans, nous avons continué à préserver cette langue, à l'enseigner, à essayer d'en faire un outil de communication, d'éducation, de culture, d'économie, de développement, d'affaires, c'est que réellement il y a un souci profond, une conviction profonde chez les dirigeants de ce pays que la langue française, la culture française, les relations de Djibouti avec la France étaient des relations uniques et le resteront, je dirais, le plus longtemps possible. Économie toujours, depuis 6 semaines, le terminal à conteneurs de Doralé est entièrement géré par des Djiboutiens. Une nouvelle entité appelée la Société de gestion du terminal de Doralé a été mise donc en place pour relayer Dubai Port World. Aucun couac n'a été signalé et les partenaires et utilisateurs du port ont été rassurés. Suivant ce reportage qui tire un premier bilan sur la gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Le 22 février 2018, le gouvernement de Djibouti créait la nouvelle société de gestion du terminal à conteneurs SGTD. Cette nouvelle société SGTD avait repris les activités du port de terminal à conteneurs d'Oralé DCT après la résiliation du contrat avec DP World, l'entité chargée de la gestion du DCT. Cette nouvelle entreprise nationale dont l'État est le seul actionnaire a pour mission de défendre les intérêts de la nation et de promouvoir les activités du port avec une qualité des services qui répond aux meilleurs standards internationaux. 6 semaines après, force est de constater la société de gestion de terminal de Djibouti SGTD a doublé ses activités et une nette augmentation en termes de volume de transbordement des navires est enregistrée. Nous sommes très satisfaits des performances réalisées depuis le 22 février par la nouvelle société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. En effet, les opérations de chargement, déchargement de conteneurs ont beaucoup augmenté, la productivité a beaucoup augmenté et nous avons des chiffres à la main. Une augmentation de 14% de la productivité. La productivité du port a nettement augmenté. Elle a passé de 67% à 77,2% en seulement un mois. Durant cette même période, le nombre de camions journaliers servis a aussi vu une nette augmentation de plus de 700 camions par rapport à l'ancienne société DCT qui limitait les activités du trafic import-export vers le marché local et à destination de l'Éthiopie.
Le volume cumulé des activités annuelles représentait environ 800 000 conteneurs par an, alors que le port du terminal à conteneurs a été conçu pour traiter 1 600 000 conteneurs par an. La capacité d'un volume de conteneurs pour Djibouti et l'Éthiopie était de 150 000 conteneurs. Et nous avions investi pour 1 600 000 conteneurs. C'était clair dès le départ. Ce que nous visions était le transbordement. Et après 9 ans, il s'avère qu'on est à 57% de la capacité du terminal à conteneurs. Donc, l'ancien gestionnaire n'a pas voulu, n'a pas su attirer le transbordement. Le port de Doralé, premier port de la mer Rouge en termes de productivité, avec une réduction du temps à quai, une longue expérience et une position géographique, détient un avantage comparatif significatif sur les routes commerciales entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. À noter également que la forte reprise de l'activité est soutenue par le contrat signé le 5 mars avec l'armateur singapourien Pacific International Line PIL pour le traitement en transbordement des volumes additionnels de 300 000 conteneurs par an. Et l'engouement de plusieurs autres opérateurs internationaux ont formulé leur intérêt à contribuer au développement du port de Doralé. Donc le contrat qu'on a eu avec PIL, la société singapourienne, c'est un volume de transbordement des conteneurs qu'ils ont accepté de faire passer par Djibouti dès que la nouvelle société de gestion du terminal à conteneurs de Djibouti a pris la gestion du terminal. Actuellement, nous avons des conteneurs qui vont jusqu'à Durban, en Afrique du Sud, qui sont déchargés à Djibouti. Autres acteurs stratégiques similaires ont déjà manifesté leur souhait d'accompagner la République de Djibouti pour prendre part au développement portuaire de Djibouti. Il s'agit notamment de l'armateur français CMA CGM, un des leaders mondiaux du transport maritime par conteneur. Les responsables de la société CMA-CGM ont en effet fait part de leur volonté à travailler avec la société SGTD. Au président des autorités de port et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, lors de sa participation à Africa Forum qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. C'était vraiment un forum très intéressant où tout le monde avait les yeux braqués sur Djibouti. Et beaucoup de hommes d'affaires nous ont approchés qui souhaitent investir à Djibouti. Le cas le plus intéressant que je peux mentionner, c'est le cas du Tchad, qui souhaite utiliser les ports de Djibouti. Un pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest, qui souhaite utiliser les ports de Djibouti par voie terrestre et aussi pour ce qu'on appelle les CR cargo. Ils utilisent actuellement en partie le port Soudan sur la mer Rouge. Une nouvelle ère commence avec la société SGTD qui a repris la gestion du port de terminal à conteneurs de Doralé. Aujourd'hui, le port de Doralé a repris le devant et se retrouve sur le rail de la compétitivité mondiale. Diplomatie à présent, où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a participé en sa qualité doyen du corps diplomatique à Riyad, aux côtés du docteur Abdallah Al-Rabia, conseiller du roi et superviseur général du centre Roi Salman pour les secours et les aides humanitaires à la cérémonie du lancement du projet de distribution de l'aide du Royaume d'Arabie Saoudite pour l'année 2018, composé donc de 700 000 tonnes, 4 000 pour le PAM et 3 000 tonnes pour 30 pays différents. L'ambassadeur de Djibouti a prononcé un discours de remerciement à l'Arabie Saoudite en général et au centre du Roi Salman en particulier pour les efforts déployés dans le domaine de soutien et aide présentée aux organisations internationales ainsi qu'au gouvernement des pays frères. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a parrainé donc dimanche dernier le tirage au sort du concours scolaire Jeune Champion 2018 en présence du directeur général de l'enseignement Abdi Dirir, du secrétaire exécutif du Conseil supérieur de l'éducation Ayan Ousmane Abrar, ainsi que de la directrice de l'enseignement public Mme Loula Ali Ilabé et des membres du cabinet du ministre. Des nombreux chefs d'établissement de l'enseignement de base, moyen et secondaire ont également pris part au tirage au sort qui définit donc le calendrier des épreuves ainsi que les oppositions
entre établissements scolaires. Lancé l'année dernière, ce jeu ludique et pédagogique propose donc des questions liées aux cours et les sujets étudiés en classe dans les disciplines générales comme les sciences et les mathématiques, mais aussi la langue française et l'histoire géographique au même titre que les sports. Le tout saupoudré donc d'une pincée de questions touchant aux connaissances extradisciplinaires et la culture générale des élèves sélectionnés parmi les meilleurs de chaque école. Pour le grand concours scolaire de la deuxième édition des jeunes champions, et nous sommes là pour participer au tirage au sort. Le tirage au sort s'est bien déroulé en présence du secrétaire général, du directeur général de l'éducation, de la directrice. Et donc voilà, les affrontements vont bientôt commencer et je pense que tout va bien se dérouler comme l'année dernière et je dis que le meilleur gagne. Direction le nord du pays, la ville blanche où le centre de développement communautaire de Tadjoura a organisé ce jeudi un événement culturel avec l'exposition de livres écrits en langue afar par l'écrivain Hamad Gabamaki Ibrahim. En total, plusieurs livres écrits par ce grand écrivain pionnier de l'écriture en langue afar sera exposé au sein du CDC de Tadjoura pour que les jeunes puissent découvrir leur patrimoine culturel. Donc le contenu de ces livres sont riches et variés et portent sur la culture, l'artisanat et aussi sur les contes et légendes dont la société, la communauté afar ont donc érigé. Et bien de nombreuses personnalités dont le vizir de Tadjoura, l'autorité régionale, le responsable de l'établissement scolaire et les acteurs de la société civile ont participé pour cet événement en présence de jeunes Tadjouriens. Après l'exposition des livres de l'écrivain Hamad Gaba qui va enrichir donc la bibliothèque du centre de développement communautaire de Tadjoura, un programme hebdomadaire sera mis en place par les jeunes. Qui est un érudit, les jeunes peuvent beaucoup apprendre. C'est une personne qui a consacré plus d'une 60 d'années à travailler sur la langue, à voyager un peu partout dans le monde afar comme dans le monde arabe pour recueillir cette culture, pour pérenniser et pour bien sûr transmettre à la génération future. Dans le cadre du trafic illicite des marchandises de contrebande, la police détachement d'Ali Sabieh en étroite collaboration avec la brigade de douane de la région d'Ali Sabieh ont intercepté dans la journée d'hier une quantité de sacs de 4 contrebandes à la frontière Galilée. Eh bien, cette marchandise de 4 composée de 115 paquets de 4 et 13 kilos, donc les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la ville d'Ali Sabieh. Eh bien, selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite par la présence des brigades douaniers et de la police. La lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, la police détachement d'Ali Sabieh, donc en étroite collaboration avec la brigade de douane, ont intercepté cette contrebande. Eh bien, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. On commence donc de l'actualité continentale au Nigeria avec Buhari qui projette de se présenter pour un second mandat. Tout à fait, donc Ali, l'ancien président Buhari, se présente pour être président de la République du Nigeria. Certains le gouverneur de plusieurs États nigérians le pressaient d'y aller. Donc le gouverneur de Kano avait même menacé de lui faire un procès s'il ne le faisait pas. Alors désir est devenu réalité puisque Muhammadu Buhari a annoncé donc son intention d'être candidat à la candidature. Donc en clair, il souhaite obtenir le poste de président. Et cette attaque chimique en Syrie, les États-Unis promettent donc de répondre avec force. Tout à fait, donc le temps se durcit entre Washington et Moscou. Donc suite à l'attaque chimique à Douma, Washington a fait planer la menace d'une action militaire en Syrie, s'adressant notamment à Moscou. Le Kremlin a même mis en garde contre des graves conséquences en cas de frappe occidentale. Plus tôt dans la journée, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, a affirmé que les États-Unis répondront au bombardement chimique qui aurait eu lieu ce week-end à Douma, que le Conseil de sécurité décide d'agir ou pas. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et la France ont en outre mis en cause la Russie dans ces attaques chimiques.
Britanniques, jugeant que Moscou n'avait pu ignorer les bombardements aériens du régime d'Assad. Et nous terminons avec Kim Jong-un qui évoque pour la première fois un dialogue avec Washington. Eh bien, Ali, pour la première fois, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a évoqué publiquement un dialogue après des mois de menaces de guerre entre Washington et Pyongyang autour du programme nucléaire nord-coréen. Des négociations sont en cours pour préparer ce sommet très attendu dimanche. Donc, le Wall Street Journal a rapporté que la Corée du Nord avait confirmé directement auprès des États-Unis qu'elle était prête à négocier sur la dénucléarisation. Donc, par ailleurs, dans son rapport, Kim Jong-un a également évoqué les relations avec la Corée du Sud. Pyongyang a également mentionné le prochain sommet avec son homologue sud-coréen prévu le 27 avril prochain. Merci Fardos Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.